Bonjour à toi et bienvenue dans le Cercle Postpartum. Je suis Anne-Charlotte Schmidt, l'autrice de ce podcast. On se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode de la série Santé psychique de la femme en période postnatale. Cette série, ce sont des épisodes dans le podcast du Cercle Postpartum où je t'explique une facette de la santé mentale de la femme durant la période qui suit la naissance d'un enfant. Après le baby blues et la dépression du postpartum, je te parle aujourd'hui du trouble de stress post-traumatique lié à un accouchement. La dépression du postpartum reste un sujet tabou, mais on en parle de plus en plus, et c'est très bien. Le trouble du stress post-traumatique, pour le coup, est très peu connu du grand public. En tout cas pour sa dimension périnatale. Il me semblait évident d'en faire un épisode, afin de toujours renseigner et ouvrir le débat. Alors, toi qui m'écoutes, tu as peut-être entendu parler du TSPT, l'abréviation pour trouble de stress post-traumatique, après les attentats ou chez les militaires qui reviennent d'intervention en zone de guerre. Et tu te dis, quoi ? Un accouchement peut provoquer le même syndrome ? Et donc la réponse est oui. Un accouchement peut entraîner les mêmes mécanismes de défense. Afin de mieux comprendre ces manifestations, je vais commencer simplement par la définition. Les troubles du stress post-traumatique sont des troubles psychiatriques qui surviennent après un événement traumatique. Bon, jusque-là, ça semble assez logique. En termes de santé mentale, la référence en la matière est un manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux que l'on appelle le DSM-5. Il s'agit d'un ouvrage regroupant une classification internationale des troubles mentaux. Il est publié par l'American Psychiatric Association. Dans sa dernière version, le DSM-5 décrit que pour être défini comme trouble du stress post-traumatique, il faut que la personne ait été exposée à un événement de vie traumatique, c'est-à-dire une confrontation à la mort ou une menace de mort, à une blessure grave, à des violences sexuelles ou à la menace d'une telle agression. La personne concernée peut être la victime directe, un témoin direct ou un témoin indirect. Alors, même si dans les représentations générales de la société, l'accouchement est un moment heureux, il n'est pas difficile d'admettre que ce n'est pas toujours le cas. Le moment de la naissance particulièrement peut être source d'angoisse et de peur. Mais au-delà de cela, la naissance et l'accouchement restent un moment où la vie de la mère et de l'enfant se joue. Heureusement, dans la majorité des cas, la physiologie l'emporte. Mais que se passe-t-il pour le reste des cas ? Et sans parler des situations extrêmes, le débat des violences obstétricales a mis en lumière la réalité du vécu de l'accouchement. De multiples facteurs peuvent altérer le vécu d'un accouchement. Un mauvais contact avec l'équipe soignante, une situation médicale non prévue telle qu'un accouchement prématuré, un sentiment de perte de contrôle, mais aussi une réelle situation d'urgence comme l'hémorragie de la délivrance pour la mère et les situations de danger vital pour le fœtus. Mais si tout cela peut conduire à une mauvaise expérience de la naissance ou de l'accouchement, elle n'entraîne pas forcément un état de stress post-traumatique. Si tu le souhaites, tu peux réécouter l'épisode dédié au vécu de l'accouchement. Il fait une très bonne introduction pour notre épisode du jour. Voici quelques chiffres pour analyser la situation. En termes de préparation à la naissance, un peu plus de 36% des femmes bénéficient de l'entretien prénatal précoce. C'est peu. Et pourtant, c'est le moment opportun pour dépister des vulnérabilités psychiques, mais également pour parler de ses peurs, de ses angoisses, en vue, entre autres, de l'accouchement. Seuls 10% des femmes présentent un projet de naissance. Même si l'accouchement reste toujours à un moment imprévisible, le projet de naissance permet d'exprimer ses attentes, ses envies, mais aussi ses craintes. Un peu plus de 20% des accouchements se font par césarienne. Et parmi ces césariennes, 68 se font en urgence, tout type d'urgence confondue. Parmi les accouchements voix basse, 12% nécessitent le recours à des instruments. Alors tu ne vois pas où je veux en venir avec ces chiffres ? Eh bien, ils sont tous en lien avec le vécu de l'accouchement. D'ailleurs, 15,5% des femmes ont vécu difficilement ou très difficilement leur grossesse, et 11,7% ont un mauvais, voire très mauvais vécu de leur accouchement. Bon, ok, merci Anne-Charlotte pour tous ces chiffres et cette analyse, mais alors, un mauvais vécu d'accouchement entraîne un trouble du syndrome post-traumatique ? Eh bien non, sinon je n'aurais pas de quoi écrire cet épisode. Mais il y a quand même un lien.
Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est qu'en dehors des 20% de femmes qui développent une dépression postnatale, il est prouvé que 3 à 6% des femmes déclarent un trouble de stress post-traumatique après l'accouchement. Et c'est encore plus de 20% des femmes qui répondent partiellement à des critères de stress post-traumatique à l'issue de leur accouchement. Et si le suicide est en proie de devenir la première cause de mortalité maternelle, le risque de celui-ci est 4 fois plus important chez les femmes présentant un trouble de stress post-traumatique complet. Ah ouais, quand même. Et si je te parlais avant du mauvais vécu d'accouchement, c'est parce que près de 19% des femmes développant un trouble de stress post-traumatique sont des femmes ayant eu des complications de la grossesse ou de l'accouchement. Et une femme sur 5 ayant une césarienne en urgence code rouge, c'est-à-dire l'urgence maximale, déclare un trouble de stress post-traumatique par la suite. Et donc, comme tu le comprendras, une partie des troubles de stress post-traumatique en postpartum sont déclenchés par des événements en lien et vécus pendant la grossesse et l'accouchement. Les autres facteurs qui peuvent entraîner un trouble de stress post-traumatique en postpartum sont des événements antérieurs à la grossesse qui se réactivent dans cette période cruciale. Ou encore tout autre événement de vie traumatique sans lien avec la grossesse ou l'accouchement, mais survenant durant cette période. Par exemple, des violences conjugales ou un accident de la voie publique. Et ce qu'il est important de savoir, c'est que le trouble de stress post-traumatique se déclenche sur des faits réels et avérés, tout comme simplement sur des faits subjectifs et liés au ressenti. Mais alors, qu'est-ce qui se passe concrètement dans le cas d'un vécu traumatique au cours de la grossesse et de l'accouchement ? Nous l'avons vu un peu avant, un vécu traumatique n'entraîne pas forcément de troubles de stress post-traumatique. En effet, différents états peuvent se manifester après un vécu traumatique. Soit un état d'agitation et une anxiété juste après l'événement, soit juste après l'accouchement, de manière transitoire et cependant maximum quelques heures. C'est ce qu'on appelle une réaction de stress brève. Soit un état avec les mêmes critères que le trouble de stress post-traumatique, que nous développerons après, qui apparaissent immédiatement après l'événement traumatique, mais qui ne durent pas plus d'1 mois. C'est un état de stress aigu. On connaît aussi l'état de dépression du postpartum qui partage de nombreuses comorbidités avec le trouble de stress post-traumatique. Et au final, il y a le trouble de stress post-traumatique avéré, dont les manifestations durent au minimum 1 mois et peuvent aller jusqu'à 6 ans. C'est énorme. Bon, et du coup, lorsqu'on développe un trouble de stress post-traumatique, on a quoi comme symptômes ? Les symptômes du trouble de stress post-traumatique sont les mêmes, peu importe l'origine du traumatisme, qu'il soit lié à un accouchement ou à tout autre événement. Donc toute personne qui vit un trouble de stress post-traumatique partage les mêmes symptômes. Dans le trouble de stress post-traumatique, il y a une vingtaine de symptômes qui sont classés en 4 catégories. Je vais vous en parler ici en les développant de manière liée à l'accouchement, parce que c'est un peu notre sujet. Alors, il y a l'intrusion ou la réexpérience persistante de l'événement traumatique. Ça, c'est quand tu revis la scène traumatique via des flashbacks ou des cauchemars de manière récurrente. Il y a les comportements d'évitement des stimuli associés au traumatisme. C'est un peu barbare quand je parle comme ça, mais dans le cas du trouble de stress post-traumatique lié à un accouchement, cela se manifeste souvent par un évitement des relations sexuelles qui pourraient engendrer une nouvelle grossesse, ou par la peur de retourner sur le lieu de l'accouchement, même juste de passer devant une maternité, ou encore sur les grossesses suivantes, la peur panique de l'accouchement. Il y a aussi les altérations négatives de l'humeur ou de la cognition, très similaires aux symptômes de la dépression postnatale, avec de la tristesse, des pleurs, du détachement, des difficultés à ressentir de la joie, une perte d'intérêt pour les activités du quotidien. Ça, on en a déjà parlé justement dans les épisodes sur la dépression postnatale. Et enfin, la dernière catégorie est un état d'hyperactivité neurovégétative qui se manifeste par de nombreux sursauts, une irritabilité allant jusqu'à l'agressivité, mais également des troubles du sommeil et de la concentration, mais aussi une hypervigilance qui, souvent dans le cas du trouble de stress post-traumatique lié à un accouchement, est souvent orientée sur le nouveau-né. Tous ces symptômes, s'ils persistent plus d'1 mois, forment le trouble de stress post-traumatique.
Et bien sûr, pas de surprise, le trouble de stress post-traumatique a des conséquences sur la mère, sur le nouveau-né, le coparent et la famille en général. Le trouble de stress post-traumatique entraîne une véritable souffrance psychique, une détresse qui altère la relation de couple, mais également le développement du lien d'attachement avec le nouveau-né, ou encore la communication avec toute autre personne. Son impact est majeur dans la vie d'une famille, dans la vie de couple, et par ricochet dans la vie sociale et dans la vie professionnelle. Il est important de parler du trouble de stress post-traumatique. Il est surtout important que les professionnels soient formés pour le dépister. Le traitement du trouble de stress post-traumatique est comme pour la dépression basé sur une approche multicentrique. Le dépistage est la première étape. Un suivi avec un psychiatre est nécessaire. Un traitement médicamenteux peut être associé à la thérapie. La méthode EMDR. Alors attention, je sors mon anglais. Eyes Movement Desensitization Reprocessing est reconnue dans le traitement du trouble de stress post-traumatique par l'HAS depuis 2007 et par l'OMS depuis 2013. Le MDR est une psychothérapie par mouvement oculaire qui cible les mémoires traumatiques des individus. C'est un moyen très simple de stimuler un mécanisme d'auto-guérison présent en chacun de nous. Ce mécanisme neuro-émotionnel déclenché par les mouvements oculaires permet de dépasser des vécus traumatiques non digérés, responsables de divers symptômes, parfois très invalidants. On peut aussi s'éloigner des séquelles traumatiques, même de nombreuses années après. De récentes études associent également l'utilisation de l'hypnose pour contrer certains symptômes du trouble de stress post-traumatique. Ces études mettent en avant également l'importance d'intégrer une pratique régulière du sport type natation chez les personnes souffrant de troubles de stress post-traumatique. Et si tu me le demandes, je te dirai qu'il n'y a hélas pas de recette magique pour éviter un trouble du stress post-traumatique, ni une dépression du postpartum, ni un mauvais vécu d'accouchement. Mais quoi qu'il arrive, et pour toute grossesse, voici quelques pistes que tu peux suivre si tu le souhaites. Avant la naissance, te renseigner, chercher un maximum d'informations sur le lieu où tu souhaites accoucher, où tu peux accoucher en fonction de ta santé. Réfléchis sur tes envies et tes attentes pour la grossesse et pour l'accouchement, et en parler à un professionnel afin de confronter fantasmes et possibilités. Si ce n'est pas ton premier enfant, parler et investir tes précédents vécus de la grossesse et de l'accouchement, ce que tu as aimé, ce que tu n'as pas aimé, ce que tu souhaites faire différemment. Échanger encore et toujours avec ton partenaire ou la personne qui sera à tes côtés le jour J, afin d'être aligné sur vos envies et vos attentes. T'informer sur la grossesse et l'accouchement, sur les risques et les complications qui pourraient exister, sans en faire une parano non plus. Choisir une préparation à l'accouchement qui te convient, car non, tu n'es pas obligé de suivre les cours magistraux faits en maternité. Et bien d'autres méthodes existent et pourront peut-être plus correspondre à ta personnalité. Communiquer encore et toujours avec l'équipe soignante qui te suit tout au long de la grossesse et de l'accouchement. Anticiper ton postpartum au maximum. Je crois que je le dis dans tous les épisodes, mais c'est vraiment une clé. Le jour J, prévois des choses qui te rassurent et te mettent en confiance. Des petits objets, un plaid, une musique. Essaie de te créer un cocon. Encore une fois, communique avec l'équipe. N'hésite pas à demander de l'information. En postpartum, entoure-toi au maximum de personnes en qui tu as confiance et qui t'entourent de manière bienveillante, que ce soit au niveau des professionnels qui t'accompagnent que de ton entourage familial et amical. Privilégie le contact peau à peau et la proximité avec ton bébé afin de favoriser la mise en place du lien d'attachement. Oriente-toi vers des professionnels qualifiés pour toutes tes interrogations. Allaitement, sommeil, santé mentale, entre autres. N'hésite pas à demander un débrief avec l'équipe de la maternité si tu en ressens le besoin. Tu peux aussi revenir sur ton vécu d'accouchement avec un professionnel extérieur. Si tu te sens dépassé et épuisé, si tu as le sentiment de perdre le contrôle, tu dois consulter ta sage-femme, ton gynécologue, ton médecin généraliste. Tu peux également trouver de l'aide auprès de l'association de soutien, d'écoute et de conseil dans le cadre de la difficulté maternelle qui s'appelle Maman Blues. Tu retrouveras toutes les informations sur leur site internet www.maman-blues.fr. Pour les besoins urgents,
la ligne d'écoute Allo Parents Bébés est disponible au 0 800 00 34 56. Cette ligne est une ligne d'écoute anonyme et gratuite. Le Cercle Postpartum est un podcast qui parle du postpartum, qui apporte informations et conseils en toute bienveillance. Je suis Anne-Charlotte Schmitt. J'écris et je réalise le Cercle Postpartum sur une musique de Guillaume Coindé. Si le podcast te plaît, surtout n'hésite pas à prendre 10 secondes pour lui mettre une note sur ta plateforme d'écoute. 5 étoiles sur iTunes par exemple, ça ouvre de la visibilité au podcast et ça récompense mon travail et mon investissement. Tu peux également laisser un petit commentaire, je serai ravie de te lire. Retrouve toute l'actualité et des informations complémentaires sur Facebook et Instagram. Tu peux aussi me suivre sur LinkedIn. Tu peux t'abonner sur la chaîne YouTube du Cercle Postpartum ou sur ta plateforme d'écoute afin de ne rater aucun épisode. Le Cercle Postpartum, c'est tous les mercredis à 7h du matin, sur toutes les plateformes d'écoute. N'hésite pas, partage le cercle autour de toi. Je te remercie pour ton écoute. Je te dis à la semaine prochaine et surtout, bon postpartum à toi.